Face à Face, le podcast de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Parler sans arrêt de crise pour tout et tout le temps, ça provoque beaucoup d'anxiété dans la population. On n'aime pas les crises, ça évoque quelque chose de négatif, ça fait peur, ça crée de l'anxiété, ça permet aussi de faciliter le choix d'une personne ou d'un groupe à stigmatiser. Au bout du compte, ça rend les inégalités quelque part plus acceptables en créant finalement ce bouc émissaire qui serait la cause de tout, et au bout du compte, ça crée de la polarisation dans la société. Et si la crise, ou plutôt les crises, n'était pas seulement un état du monde, mais un état d'esprit, une manière de regarder la société? Mon nom est Séverine Marron. Aujourd'hui, dans Face à Face, on interroge les mots, les récits et les peurs qui façonnent notre époque. Nous sommes avec 3 chercheurs qui ont coécrit avec leurs collègues l'ouvrage collectif « Penser la crise » ou « Crise de la pensée », publié aux presses universitaires de Liège. Je vous propose pour commencer de vous présenter. Marie Schnitzler, moi je suis première logisticienne de recherche ici à la faculté. J'aide les chercheurs en fait à développer leurs propres projets de recherche, à déposer des financements. Je suis plutôt anthropologue, j'ai fait une thèse en Afrique du Sud sur la question du handicap. Je suis Bruno Frère, je suis professeur ici à la faculté de sciences sociales et je suis sociologue et philosophe de formation, accessoirement vice-doyen à la recherche de la faculté. Bonjour, je suis Marco Martignello, je suis directeur de recherche du FNRS et professeur à la faculté. J'ai une formation de sociologie et de sciences politiques et je travaille surtout sur les questions de migration et de diversité. 3 voix, 3 domaines d'expertise. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger avec vos collègues chercheurs et chercheuses un livre collectif sur le thème de la crise ? Nous sommes un institut de recherche qui est quand même très diversifié. Il y a différentes écoles de pensée, différentes thématiques. Et donc l'idée, c'était d'essayer de trouver un espace pour une réflexion transversale. Et donc nous avons choisi ce thème de la crise, qui est justement susceptible d'être approché par différentes écoles de pensée, par différentes écoles thématiques, si on veut, et qui en plus se lie un peu à l'histoire de cette faculté où déjà, il y a quelques décennies, la faculté avait produit un livre sur la crise qui s'intitulait « La crise dans tous ses états ». Après 30 ans, je pense, nous avons fait cet ouvrage en essayant de mobiliser toute la faculté et de montrer justement à l'extérieur la diversité de ce qu'on fait et aussi en favorisant les approches transversales entre nous. Mais pourquoi ce mot revient-il sans cesse ? Le narratif de la crise est vraiment presque consubstantiel en fait aux social-démocraties contemporaines. On parle de crise depuis maintenant plus d'un siècle et c'est ce qu'on a voulu interroger dans cet ouvrage en fait. De quoi parle-t-on réellement quand on évoque la crise, puisque la crise économique a toujours existé. On a toujours évoqué une crise du service public, on a toujours évoqué également une crise migratoire, et donc ce qui nous interpellait tous autant que nous sommes, sociologues, anthropologues, politologues, c'était d'interroger l'usage de cette notion par les médias, par la classe politique, puisqu'il nous semblait à toutes et tous, depuis nos points de vue respectifs, que c'est un narratif qui vise surtout à justifier un certain ordre social. À cet égard, vous expliquez que la crise Covid a été un moment charnière. Des mesures inédites ont été mises sur pied, justifiées par cette notion de crise sanitaire. C'était aussi cette dimension-là qu'on voulait interroger à travers la crise. Qu'est-ce que ça avait permis pendant le Covid aussi, cet état d'urgence en fait où on vient instaurer à un moment donné un élément vraiment critique, vraiment problématique, qui permet de sortir de l'état de droit et de transgresser des règles que sinon on aurait respectées. Donc, ça a permis d'instaurer des quarantaines, ça a permis aussi de réduire certains budgets au fur et à mesure. Donc c'est tous ces éléments-là en fait qui agissent à travers la notion de crise. Sur le plan économique, c'est à peu près la même chose. On voit bien que la notion de crise va permettre systématiquement à certains gouvernements d'altérer ou de remettre en question les droits fondamentaux, de remettre également en question
les structures fondamentales de l'État de droit et de justifier de toute une série de politiques. Si l'on prend l'aspect économique des choses, on ne cesse de nous répéter qu'on est, en crise depuis maintenant des décennies et des décennies, pour justifier qu'on coupe sans cesse, dans les budgets de la sécurité sociale. Alors les budgets des hôpitaux, c'est une chose, mais c'est également les budgets destinés à l'enseignement, ce sont également les budgets destinés à la recherche, c'est également bien sûr les budgets destinés aux diverses allocations de maladie, de chômage. C'est au nom d'une crise financière que systématiquement, effectivement, on en arrive à restreindre, les budgets consacrés à des politiques publiques qui sont pourtant fondamentales pour que chaque individu dans une société démocratique, donnée puisse jouir pleinement de ses droits. Et donc cette crise économique, eh bien forcément on l'interroge, on oublie un peu vite qu'une dette, ça a déjà pu par le passé historiquement se supprimer. On oublie également que les banques ont été, massivement en Europe par exemple, privatisées et que donc les États se rendent dépendants, d'institutions, que jadis, ils contrôlaient et que donc nos élus, contrôlaient et donc quand on parle de crise et de dette, c'est des choses qu'on a tendance à, oublier assez rapidement. Oui, dans le domaine des migrations, c'est un peu la même chose. En parlant des dynamiques migratoires exclusivement en termes de crise, on va légitimer en fait des politiques sécuritaires restrictives et qui font finalement qui mettent la question des droits des personnes humaines au second plan, voire au troisième plan. Et donc, c'est un usage politique qui est extrêmement important. Si on parle, par exemple, de la crise de l'accueil, on va alors plutôt identifier le problème, non pas dans les flux migratoires, mais dans la manière dont on y réagit. Et donc là, ça appellerait d'autres décisions politiques, refinancer notamment l'accueil, les centres, etc., etc. Et donc, derrière l'usage de crise, du terme de crise, d'une certaine manière, il y a des projets politiques bien clairs qui vont dans le sens d'une restriction des droits de la personne humaine et d'une négation des valeurs qu'on nous présente comme étant nos valeurs démocratiques européennes. Si on vous comprend bien, les crises n'existent pas en tant que telles, mais elles sont construites de toutes pièces. Si suffisamment de gens se comportent comme si c'était une réalité objective, ils vont changer leur comportement, ils vont soutenir des politiques qui vont dans un sens bien déterminé. Et donc, ce n'est pas parce que les crises sont des constructions sociales et politiques qu'elles ne produisent pas d'effets importants. Au contraire, elles produisent des effets très importants et qui vont dans le sens d'une négation de nos valeurs, entre guillemets. C'est pas non plus pour ça qu'il va pas y avoir à un certain moment des critères qu'on va présenter comme objectifs pour démontrer qu'une crise existe. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ces critères-là, ces éléments même numériques qu'on peut présenter et qui ressemblent être des faits, c'est aussi des choix. En fait, on va plutôt décider de mettre la projection sur un élément plutôt que d'autres. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces notions de crise, elles vont avoir tendance à mettre le projecteur sur certains éléments et à invisibiliser d'autres choses. C'est ce que Marco présentait avec la notion d'accueil, en fait. Quand on parle de la crise migratoire, on montre les flux plutôt que l'accueil. Et c'est vrai sur tous les secteurs différents. Quand on va parler de crise, on va mettre en évidence certains éléments très précis, y compris à partir d'outils statistiques, etc. Ça, on ne le nie pas. Simplement, ces outils-là sont déjà des constructions sociales et politiques au départ. Et c'est ça qu'il faut interroger. Vous mettez en évidence que ce récit de la crise sert à certains acteurs de la société. À qui, par exemple ? Certains élus peuvent faire des carrières entières sur des suggestions qui consistent à adapter les politiques publiques aux crises en cours, qu'elles soient sociales, médicales. Sur le volet économique, à nouveau, je crois que ce que l'on peut signaler, c'est que la richesse absolue produite dans un État comme la Belgique ou comme la France ou comme les États-Unis n'a jamais été aussi colossale, en fait. Et le narratif de la crise permet en fait systématiquement d'altérer en fait les mécanismes de redistribution
solutions minimales que les États ont pu mettre au point depuis la Seconde Guerre mondiale. Je parle évidemment du chômage, de la santé, on pourrait parler de l'enseignement. Et c'est donc au motif de la crise et d'un nécessaire remboursement d'une dette publique que l'on sabre dans la plupart des budgets évoqués, sans rappeler que la plupart du temps, ces fameux remboursements sont des remboursements qui viennent nourrir en fait des institutions privées, des banques privées, qui ont des actionnaires qui, eux, s'enrichissent de manière assez importante, puisque tout simplement ils détiennent dans leur portefeuille d'actions ces actionnaires qui sont internationaux. Ça peut être des institutions, mais ça peut être également des personnes physiques, détiennent dans leur portefeuille des morceaux de dette publique, et notamment de dette publique belge, ce qui va leur permettre tout simplement de toucher des dividendes assez colossales. Ça profite aussi aux médias, parce que parler de crise, ça surfe sur ces sentiments, ces émotions d'anxiété, de peur, etc. Mais la réalité, c'est que ça fait vendre aussi. Donc, en règle générale, on a plutôt des médias catastrophistes à l'heure actuelle, plutôt que des médias positifs. Factuellement et objectivement, si ces médias faisaient un peu d'investigation, ils réaliseraient tout simplement qu'ils brassent du vent, très souvent. Voilà. Et donc, on peut espérer que ceux qui continuent parmi ces médias à faire encore de l'investigation, à prendre le temps de vérifier des faits, à prendre le temps de recroiser des ressources, à prendre le temps de ne pas véhiculer des opinions politiques ou des jugements moraux à l'emporte-pièce et expéditifs sur tel ou tel phénomène. On peut espérer donc que ces médias, à un moment donné, finissent par redresser la barre, mais au regard des intérêts économiques qui sont en jeu et au regard surtout de la manière dont ces médias sont aujourd'hui financés par des empires financiers qui sont très marqués politiquement, on a de très bonnes raisons de s'inquiéter pour l'avenir. Et cela vaut aussi pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux, et notamment l'usage de plus en plus important de l'intelligence artificielle qu'on n'abordait pas dans le livre, puisqu'on en parlait beaucoup moins au début du processus, qui réellement forge des opinions et les diffuse dans le monde entier, souvent en étant basées sur rien du tout, sur aucune réalité objective. À présent, je comprends mieux la seconde partie du titre de votre livre qui s'intitule pour rappel « Penser la crise, crise de la pensée ». Notre pensée est donc formatée par les messages dont on est littéralement inondé. Si vous êtes soumis au même message des milliers de fois, toujours le même message, au bout du compte, certaines personnes vont penser que c'est probablement ça la vérité. Et donc on se dédouane, si vous voulez, d'une pensée critique. Et nous, ce qu'on essaye de faire justement avec ce livre, c'est de rendre une position centrale à l'esprit critique, puisque c'est ce qu'on fait dans nos disciplines. Ce que dit Marco est important. La question des migrations, elle est à cet égard-là absolument révélatrice. On a effectivement, à force de parler de crise migratoire depuis, je dirais maintenant, 10-15 ans, effectivement créé dans l'esprit des populations l'idée qu'il existait quelque chose de catastrophique, une sorte de grand remplacement des populations occidentales. Et de recherche, ça ne repose sur aucune réalité empirique, ce fameux danger. Pourtant, c'est acquis dans le narratif de la plupart des politiciens et dans le narratif de la plupart des médias mainstream. Il y a un problème migratoire, le danger est à nos portes, quoi. Donc c'est important, je crois, à nouveau, de rappeler que les sciences sociales, elles sont là pour venir, d'une certaine manière, prendre le pouls de la réalité, empiriquement, en fait, en se déplaçant sur le terrain, en enquêtant et en essayant de produire sur ces réalités, par exemple migratoires, un discours qui soit autre que ce catastrophisme permanent de la crise. Avec vos collègues chercheurs en sciences sociales, vous proposez donc des pistes pour, entre guillemets, mieux penser. Il y a vraiment deux éléments, je pense, pour les chercheurs aujourd'hui. C'est identifier ce discours, comprendre d'où il vient, pourquoi il est mis, et ensuite deux, comprendre aussi sa réception et ce que ça va produire chez les gens
qui vont adhérer en fait d'une certaine manière à ce discours de crise et du coup développer des pratiques, des comportements spécifiques sur base de ce postulat. À qui s'adresse votre ouvrage? C'est clairement un public qui va au-delà d'un public universitaire, des citoyens engagés, des citoyens qui s'interrogent sur le monde social, trouveront peut-être des clés pour mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Si on devait repartir avec une seule idée, ce serait quoi? Je crois qu'on était, on était assez d'accord pour dire que l'enjeu d'une relance de la pensée et de la pensée critique plus singulièrement, c'est d'en finir avec l'idée de crise, tout simplement. Merci à nos 3 invités. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt dans Face à Face.